Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette 5e édition du salon Art et Déco, un salon donc avec des conférences qui ont été organisées par le magazine Art et Décoration et qui a choisi de réunir 4 experts pour vous parler d'une thématique, la déco éco-responsable. Alors, comment ça va se passer? Pendant 3/4 d'heure, on va papoter avec nos experts. Et puis ensuite, il y aura un temps, évidemment, pour vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des projets en cours, si vous avez des questions sur ce grand thème, tout à l'heure, la parole sera à vous. Alors, je commence à présenter. Peut-être, je vais commencer par les femmes. Nous avons Virginie. Virginie, donc de la marque, Virginie Lagerbe, pardon, de la marque Pérégrine. Vous êtes coloriste nature. Oui, bonjour. Alors, vous nous expliquerez le concept tout à l'heure, juste là, peut-être en 2 mots. Coloriste nature. En fait, je révèle la beauté cachée de la nature, parce qu'il y a il y a un monde de couleurs qu'on ne voit pas avec les yeux, que je révèle sur teinture végétale, et donc je crée des identités couleurs pour des lieux, des jardins ou des maisons qui disposent d'un environnement végétal. Je vous expliquerai en détail. Exactement. Barbara Leperlier, The Blonde Cactus. Bonjour. Allez-y, c'est ouvert. Bonjour à tous. Il faut parler bien proche du micro. Bien proche du micro, voilà, comme ça. Super. Voilà. Bonjour, je m'appelle Barbara et j'ai fondé le fleuriste alternatif The Blonde Cactus. Et je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. On va voir comment fleurir d'une manière éco-responsable. Exactement. Roberto Drapon, du coup, le micro est à côté de vous. Alors vous êtes concepteur et formateur à l'école La Fabrique. Voilà, l'école La Fabrique, une école qui forme des concepteurs, vendeurs et des décorateurs d'intérieur. Je suis plutôt en charge des matières et des matériaux. Voilà. Donc, du coup, vous aurez l'œil technique pour nous éclairer sur ce qu'il faut acheter ou pas acheter aujourd'hui si on veut être éco-responsable dans sa maison. Et puis, nous avons Jean-Gabriel Cos, qui est le directeur artistique de la marque, nouvelle marque de peinture qui vient de se lancer, Perrault et compagnie. Perrault et compagnie, on va dire un peu plus sur notre concept, mais en lançant une marque, la chose numéro 1 aujourd'hui, et quand on se balade dans le salon, on le voit, c'est comment intégrer justement cette notion éco-responsable qui est absolument devenue capital, quel que soit le domaine. Voilà, vous l'avez compris. Donc, la déco éco-responsable, c'est vrai que ces dernières années, on a tous de plus en plus pris conscience de l'écologie, une prise de conscience qui concerne aussi nos intérieurs. On a découvert qu'il y avait dans nos maisons en fait plein de matériaux toxiques qu'on ne soupçonnait pas, comme quand on achetait un meuble, il y a une colle par exemple dedans qui peut faire des émanations. Il y a aussi, on a découvert l'existence des COV, composants organiques volatiles, qu'on respire et qui sont pas top. L'objectif donc de cette table ronde, c'est de décorer sans polluer. Décorer, c'est un art de vivre. Et on va essayer de cultiver cet art de vivre tout en étant éco-responsable. Et j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis Laetitia Nallet. Je suis journaliste déco, notamment sur RTL, et je travaille également pour Art et Décoration que je représente aujourd'hui. Alors, première question pour d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une déco éco-responsable finalement? Est-ce que quelqu'un aurait la réponse? Qu'est-ce qu'on peut dire sur une déco éco-responsable? Roberto? Virginie? Allez, Virginie. Qu'est-ce qu'une déco éco-responsable? C'est un défi. C'est une décoration qui va prendre en compte, qui va balayer l'ensemble des questions liées à l'écologie, que ce soit pour notre santé, que ce soit pour l'environnement. Et il y a plein de fils à tirer, à ne pas lâcher. Mais je vais passer la parole. Va me donner lui un fil. Non, alors après, c'est des visions. Encore une fois, on est sur des notions qui sont relativement récentes dans l'histoire du meuble. Les composés organiques volatiles, on s'en préoccupe seulement depuis une dizaine d'années. Dans éco-responsable, il pourrait y avoir aussi un parallèle avec le développement durable. Donc, il y a l'écologie, là, c'est indéniable. Il y a l'environnement, ok, mais il y a aussi le côté social, sociétal, le travail. C'est-à-dire qu'on va créer quelque chose dans des conditions qui doivent être écologiques, qui doivent faire attention à l'environnement, mais aussi aux conditions sociales des gens qui vont les fabriquer, les créer, les vendre et en vivre aussi. Et la première responsabilité, c'est peut-être d'être attentif à ce qu'on fait entrer dans nos maisons, comme par exemple les matériaux. Alors, est-ce qu'il y a des matériaux à privilégier qui finalement, sont aptes et moins polluants que d'autres? Pour moi, ce serait des matériaux naturels, locaux,
fabriqués toujours dans un souci environnemental de fabrication. Donc en fonction du lieu où on est, c'est peut-être s'intéresser à voilà ce qui est proposé en termes de matériaux principalement. Par rapport à sa région, ouais, oui. Ouais. Ensuite, alors je sais pas si je peux parler de mon activité de coloriste avec les colorants naturels, parce que le départ déjà à fabriquer une couleur, on peut la fabriquer jusqu'à maintenant. Ça fait 200 ans qu'on fonctionne avec de la chimie. Moi, en tant que coloriste, je fabrique des couleurs avec des racines, avec des écorces, avec des feuilles, des rameaux, des pelures, avec de l'eau de pluie et des tissus. Et évidemment, je vais préférer les tissus locaux. Et pour moi, le lin, c'est vraiment une solution en France. C'est un superbe matériau qui est déclinable à l'envie. Donc moi, mon métier, il commence déjà. C'est vraiment mon fil conducteur par la création de couleurs, ne pas employer de produits nocifs pour l'environnement, ne pas rejeter de produits. Et puis ensuite, comment les décliner en décoration intérieure? C'est là trouver des matériaux et en décoration, voilà. Le monde de la pétrochimie, il a phagocyté pas mal de milieux et la décoration en l'occurrence, mais il y a plein de solutions. Et en fait, c'est le bon sens qui doit un peu guider nos choix dans tout ce qu'on achète. Il faut avoir un œil un peu scrutateur sur le côté naturel et se méfier énormément des labels écologiques. Voilà, moi je dis vraiment attention à ça. Ah, alors je croyais que les labels, au contraire, c'était une source à surveiller. Non, pas tous. Une source à surveiller dans tous les sens du terme. Ouais. C'est-à-dire que effectivement les labels sont là pour mettre en place des protocoles, mais on doit aussi surveiller le travail de ces labels. Ma spécialité, c'est plutôt le bois, donc c'est vrai que les labels comme le PEFC ou FSC sont des labels importants. PEFC, c'est 51 nations qui se sont engagées sur ces programmes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait d'où vient le bois, qu'il est issu... On sait d'où vient le bois, oui. On sait comment il va être traité, on sait comment les gens travaillent dans ces structures. Je vais donner un exemple. En France, c'est 70 000 exploitations forestières. Domaine forestier. Et on a grosso modo 3000 entreprises qui travaillent dans le domaine du papier et du bois. Donc, il faut trouver des accords pour mélanger tout ça. Le papier, c'est un petit peu de la chimie, mais c'est fait à la base avec un produit naturel. Et il va falloir trouver des accords pour tout ça. Alors, il y a l'économie circulaire, je l'entends très bien, essayer de travailler avec le local, mais on a aussi des besoins qui nous demandent parfois d'aller chercher la matière un petit peu plus loin. Quelquefois, on n'aura pas le bois nécessaire pour aller faire du papier pour le nord d'une région. On n'aura pas l'essence de bois, par exemple le chêne ou le châtaignier. C'est les 2/3 de nos forêts, mais on le trouve pas partout non plus. Après, il y a un matériau qui commence à émerger en décoration, c'est le liège. On voit par exemple des sols en liège, et le liège, il a des super pouvoirs, et en fait, on coupe pas les arbres. Alors, effectivement, on coupe pas des arbres, mais encore une fois, dans les protocoles PEFC, l'idée, c'est on coupe un arbre et derrière, on va replanter. Donc, il y a aussi toute cette logique-là. Alors, le liège, on va ramasser l'écorce. Là, on va ramasser l'écorce. Donc, ça va être un traitement du bois et on va bénéficier d'un cadeau de la nature qui se fait sur un circuit très, très court. Parce que là, on recherche un circuit très court. Maintenant, quand on veut du vrai bois, il nous faudra un circuit un petit peu plus long, mais on peut le mettre en place. Il faut que ça soit bien pensé. Il faut avoir en tête qu'entre 1995 et 2015, le domaine forestier en France s'est agrandi. On a plus de domaines forestiers maintenant qu'il y a 20 ans. C'est une réalité de terrain aussi. C'est grâce à ces programmes PEFC. Ouais. Et donc, le liège dans la maison, donc on peut le mettre en parquet, on peut le mettre en revêtement mural. Il a différentes choses très importantes, comme propriétés. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. C'est un très bon isolant, par exemple. C'est un isolant phonique, d'accord. Sa densité fait que ça nous permet d'isoler les bruits solidiens quand il y a un choc. Ça va l'isoler. C'est un très bon isolant qui vient nous protéger de nos pertes de calories. Donc là aussi, il a des propriétés. C'est un matériau multifonction qui est très, très, très important à utiliser, très sympa.
Voilà, donc déjà première chose, effectivement, être attentif aux matériaux, se tourner un peu vers l'avenir, voir les solutions qui existent et qui sont moins polluantes. Et puis, autre chose qui nous fait toujours rêver en maison aussi, donc c'est la peinture, parce qu'effectivement, la peinture, ça change, ça métamorphose une pièce immédiatement. Alors Jean-Gabriel Causse, vous êtes donc directeur artistique d'une nouvelle marque de peinture, Perrault et compagnie. Je crois que le problème qu'on rencontre tous quand on peint sa maison, c'est se dire mince, quelle couleur, où, avec laquelle, comment je m'en sors. Alors, quel est votre concept? Alors, juste pour rebondir un tout petit peu sur ce qui a été dit avant, la grande difficulté, il ne faut pas se le cacher, dans tout ce qui va être éco-responsable, le bio, etc., c'est qu'on n'est pas sûr des solutions. Enfin, chaque fois, prenez l'exemple, les biocarburants, on s'est dit à un moment, on va faire du pétrole au Brésil, on se rend compte que ça a été une catastrophe écologique de faire du bio. Là, on est sur les panneaux, les éoliennes. Il commence à y avoir des gens qui me disent oui, mais les éoliennes, il faut des terres rares qu'on n'a pas, etc., etc. Donc c'est compliqué. Donc toutes les solutions qu'on essaie de mettre en place, on n'est pas sûr qu'elles fonctionnent. Une Tesla, maintenant, il y a 2 ans, on vous aurait dit c'est génial d'avoir une voiture électrique. Aujourd'hui, peut-être que la bonne voiture, c'est la voiture hybride. Donc c'est un sujet qui est très très compliqué et on n'a pas les réponses. En fait, c'est tout neuf et du coup, on avance, on recule, on ne sait pas trop. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est que la démarche est là et qu'aujourd'hui, nous, on est vraiment tous ici concernés par le développement durable, mais nos enfants encore plus. Ils cherchent des solutions. Donc les solutions, ça va passer de notre côté par des produits qu'on va essayer de rendre les plus propres possibles dans tous les sens du terme, c'est-à-dire propres avec des gens payés à leur juste valeur, avec des labels comme Max Havelaar. Ça va être propre en utilisant les produits les plus naturels possibles. On fait sa lessive soi-même, par exemple. Ça va être réduire l'empreinte carbone autant que possible, etc. Donc il y a énormément de choses que nous, on va mettre en place. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de choses que vous mettez aussi en place, c'est-à-dire pour parler des couleurs, qui est un peu mon domaine, il y a une chose aujourd'hui, on va revivre, à mon avis, la décoration comme on la vivait nos grands-parents. C'est-à-dire qu'on va être moins dans la mode. Quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est que quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, ce sera quelque chose qui sera très démodé demain. Alors, regardez les prénoms de ma génération, toutes les petites filles s'appelaient Nathalie et Isabelle. Il n'y a plus une gamine qui s'appelle Nathalie et Isabelle, et il est possible que dans 20 ans, pour nos enfants ou nos petits-enfants, ce soit vraiment les prénoms les plus ringards qui soient. Et quel que soit le domaine, ce qui est à la mode, par définition, se démode. Donc, pour moi, déjà, être éco-responsable, c'est se dire, je vais acheter un produit, donc je vais avoir une empreinte carbone, la plus faible possible, c'est ce qu'on souhaite, mais j'aurai une empreinte carbone. Donc, comment faire qu'elle soit la plus minime possible? C'est-à-dire, déjà, je vais vouloir avoir des produits qui durent longtemps. Je vais peut-être vouloir les recycler ou les échanger. Il y a un mouvement de fond que je trouve absolument formidable aujourd'hui, c'est le troc d'objets. C'est-à-dire que, comme vous saviez qu'on pouvait échanger les appartements, aujourd'hui on peut échanger les objets. Vous avez un canapé depuis 20 ans, vous l'adorez, il est très beau, il est de bonne qualité, vous dites je vais pas jeter ce canapé. En même temps, il y a votre voisin qui a lui aussi un canapé qu'il adore, mais ça fait 20 ans qu'il l'a. Pourquoi est-ce que vous ne vous diriez pas, tiens, je te donne le mien, tu me donnes le tien. On continue à faire vivre ces objets et on réduit donc l'empreinte carbone qui est par l'achat. Donc, on va minimiser les achats demain. On va également recycler au maximum, c'est-à-dire qu'un même objet, on va essayer de le repeindre. C'est là qu'on va arriver à la couleur aussi. On va faire vivre au maximum les objets, on va leur donner d'autres fonctions. Je suis un peu obligée de vous couper là parce que du coup, c'est le moment d'écouter Barbara, The Blonde Cactus, parce que elle est exactement dans ce principe-là de recyclage, d'aller rechercher les objets. Expliquez-nous un peu ce que vous faites. Alors vous, c'est de la déco à partir de fleurs, mais aussi à partir de récup. Oui, alors en fait, The Blonde Cactus, donc c'est un fleuriste dit alternatif. Alternatif pourquoi? Parce qu'on utilise effectivement exclusivement que des fleurs séchées et des plantes autosuffisantes. Donc là, effectivement, on a une notion de durabilité dans l'usage en fait de la fleur, puisque une fois que vous avez acheté votre bouquet, il est dit éternel. Et les plantes autosuffisantes, elles ne nécessitent que très peu d'eau. Et après, pour tous les contenants effectivement que l'on utilise, ils sont donc issus de l'économie circulaire. Donc, c'est des objets qui sont soit vintage ou soit recyclés. Et alors, pour donner un exemple très concret dont vous m'aviez parlé, on prend la timbale de famille. On prend la timbale de naissance de sa grand-mère dont on a hérité et on va lui redonner une seconde vie en mettant un petit bouquet de fleurs séchées à l'intérieur, une plante autosuffisante. Et là, l'objet va devenir un réel objet de décoration végétale et va prendre part en fait à la décoration de votre intérieur et plus quelque chose d'un petit peu désuet et poussiéreux, mais l'objet a
qui a une histoire, qui a un sens, en fait, va reprendre vie dans votre intérieur. Et du coup, on peut aller dans votre magasin, en fait, avec son objet, et vous faites une petite composition voilà, donc vous pouvez, alors, sur mesure. Nous, on propose, en fait, tout un tas d'objets. On est vraiment à la croisée du décorateur, en fait, et du fleuriste. Donc, vous pouvez choisir un objet chez nous, des fleurs ou des plantes, et on fait le mariage des deux ensemble. Mais vous pouvez aussi venir avec un vase dont vous avez hérité de votre famille, de votre belle-mère, quelque chose que vous avez trouvé chez un antiquaire, et nous, on va le fleurir pour vous. Et vraiment, l'objet va prendre toute une nouvelle dimension, toute une nouvelle vie, en fait, dans votre intérieur. Et c'est là, en fait, où la notion d'économie circulaire prend tout son sens, et on est dans la réflexion beaucoup plus profonde et beaucoup plus clean, en fait, de la consommation. C'est comment je consomme, donc j'agis. Ça, c'est un petit peu notre mantra. Et je vous rejoins complètement sur toute la partie économie circulaire, impact environnemental de nos achats déco, qui sont censés être des achats coup de cœur, en fait. On en a beaucoup parlé dans la mode pendant très longtemps. Voilà, s'habiller dans les fripes, s'habiller dans des magasins de seconde main, etc. Et là, moi, je suis ravie. Ça fait 4 ans que The Blonde Cactus existe, et je suis ravie de voir que maintenant, on a des tables rondes sur le sujet, on a des labels qui se développent, que ce soit en économie circulaire ou en développement durable tout court, et c'est absolument merveilleux. Et moi, je pense qu'on est juste au début et aux prémices de la prise de conscience. Et sur le salon, d'ailleurs, vous avez des ateliers ? Oui, et alors nous on fait des ateliers de démonstration, en fait, tous les jours à 14h30. Alors là, celui-là, je suis là, donc j'ai pas pu faire l'atelier, mais demain il y en aura un dernier où on va faire une initiation au recyclage des objets, au petit jardinage urbain. Voilà, donc vous pouvez venir participer, c'est offert par le salon Art et Décoration. Ça dure une demi-heure et ça détend. Voilà, de la reconnexion avec la nature. Ça détend, c'est vrai, la reconnexion avec la nature. La nature qui entre beaucoup dans nos maisons, d'une manière ou d'une autre. Oui, et d'ailleurs, les couleurs tendances, pour revenir aux couleurs, Jean-Gabriel, les couleurs tendances en ce moment sont très issues de la nature. Il y a du vert, beaucoup. Oui, absolument, beaucoup de vert. Ça fait partie des couleurs qui marchent très très bien aujourd'hui. Moi, c'est ma vraie casquette de designer. Je suis spécialiste des couleurs, des influences des couleurs, en fait. Et quelle que soit la couleur que vous choisissez chez vous, si vous la choisissez avec votre goût personnel, ce sera une bonne couleur pour vous. En gros, n'écoutez pas la tendance. Encore une fois, méfiez-vous des tendances. La mode se démode. Point. Si vous aimez le vert, c'est la couleur tendance. Très bien, allez dans le vert. Le vert, c'est une couleur qui équilibre. C'est exactement au milieu du spectre du visible entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Donc, c'est exactement au milieu. Et c'est un peu technique, mais quand on regarde par IRM ce qui se passe dans votre cerveau quand vous êtes dans une pièce verte, on se rend compte que c'est là que votre cerveau est le plus activé schématiquement, autant hémisphère droit qu'hémisphère gauche. Ça veut dire que c'est la couleur de l'équilibre, la couleur zen, la couleur dans laquelle on se sent bien. Les librairies, par exemple, et les bibliothèques sont très souvent vertes. On s'en est compte de façon empirique qu'on lisait mieux dans un environnement chromatique vert. Regardez, imaginez, vous voyez les bibliothèques, Oxford, Cambridge, etc. On a ces fameux globes verts. Pourquoi ? Parce que dans du vert, on lit mieux. Voilà, donc ça, c'est le côté technique de cette couleur. Donc, c'est une formidable couleur. Mais après, vous, quand vous choisissez vos couleurs, premièrement, faites appel à votre goût personnel. Sortez des tendances, s'il vous plaît. Peut-être que c'est bien, vous allez être dans les tendances du moment, mais soyez intemporel et comme ça, vous serez toujours à la mode. Premièrement. On a donné une bonne astuce hier dans la conférence couleur. D'ailleurs, on disait comment on fait pour savoir quelle couleur nous plaît vraiment. Eh ben peut-être regarder un magazine de décoration, genre Art et Décoration, et puis arracher les pages qui nous plaisent. Et puis dans d'autres magazines aussi. Et puis après, quand on re-regarde toutes ces pages, on se dit finalement tiens c'est marrant. Je reviens toujours vers les mêmes ambiances, vers la même couleur. Donc la couleur qui me plaît, c'est celle-là, certainement. Ouais, dites-vous dans quelle pièce je me sentirais bien. Vous dites pas est-ce que c'est beau, est-ce que c'est branché d'avoir ça en montrant un mur d'une de ces photos, mais est-ce que j'aurais envie de vivre dans cette pièce? Si la réponse est oui, c'est que c'est une couleur qui est faite pour vous. Alors deuxièmement, je vous ai coupé. Deuxièmement, nous, ce qui nous concerne, donc nous, Perrault et compagnie, quand on a conçu notre marque de peinture, on s'est dit, qu'on allait sortir des modes. Ça, je vous l'ai dit, donc on s'est dit, mais quelles sont les seules couleurs intemporelles qui marchent toujours 100 ans après leur création? C'est les couleurs des maîtres impressionnistes. Donc on est parti de 10 tableaux de Monet, Renoir, Gauguin, etc. Et on a pris les couleurs principales de ces tableaux qui sont en harmonie entre elles parce que il y a
personne mieux que Renoir qui est capable d'associer un bleu, un vert et un rouge. Vous êtes sûr que si vous prenez un rouge de Renoir, un vert de Renoir et un bleu de Renoir, ils sont en harmonie. Donc, on a pris les meilleurs. Et donc, voilà. Donc, on est sorti des modes. 2, on a pris COV inférieur à 1 gramme. Vous en parlez tout à l'heure. Donc, le composant organique volatile. Donc, ça, c'est pour les peintres. On va essayer de mettre les photos, Quentin, de Perrault et compagnie, si tu les trouves. C'est celle avec un rouleau où on voit des couleurs. 2, et ça c'est important, la qualité de la peinture. Parce que, et ça c'est valable pour toute la déco. C'est-à-dire que je pense qu'on rentre dans une époque où on va plus avoir du jetable. C'est-à-dire que vous achetez une chaise, il faut que cette chaise elle puisse tenir longtemps. Il faut qu'encore une fois, comme je vous disais, vous puissiez la donner à vos enfants ou la troquer avec vos amis. Donc nous, nos peintures, on s'oblige à avoir des grades de qualité qui sont énormes en solidité lumière. En gros, les peintures ne passent pas à la lumière. On s'oblige bien sûr à avoir les produits les plus écologiques possibles. Le concept donc de votre peinture où on voit les couleurs extraites d'un tableau. Et donc l'énorme avantage, d'après ce que j'ai compris, c'est que du coup on prend les couleurs liées à un tableau et on est sûr qu'elles vont matcher entre elles. Voilà. Il n'y aura pas de faute de goût. Et volontairement, on n'est pas dans les tendances. On est dans les tendances du siècle, depuis plus d'un siècle. Et donc COV, fabriqué en France, ça aussi pour nous c'était important parce que on réduit l'empreinte carbone. Voilà, mais je pense que ce que nous on essaie de faire, c'est ce que toutes les marques aujourd'hui qui fonctionnent font. Et c'est ça qui est formidable, c'est que celles qui font du greenwashing, il y a une démarche de fond. Et je pense que les marques qui font ça en greenwashing, ça se voit. Je pense que ça se voit très vite et elles tiennent pas. Voilà. Donc, et toutes les sociétés qui sont depuis longtemps investies dans ce genre de démarche, alors malheureusement elles survivent pas toutes, mais beaucoup marchent parce que c'est votre demande et je pense que c'est une très bonne chose. Les gens le ressentent énormément. Hein. Exactement. C'est quelque chose qui. Alors le greenwashing, c'est quoi? C'est quand on dit qu'on est green et puis en fait on l'est pas, quoi. On fait du bruit autour de ça. En résumé, c'est ça. Voilà, c'est du marketing, quoi. Oui. Alors moi, je connais quelqu'un qui peut faire une proposition d'harmonie temporelle et c'est la nature. Donc voilà, moi c'est qui à mon avis encore plus forte que Degas parce qu'elle exploite toutes les couleurs. Bon, moi j'aime beaucoup tout ce qu'on est en phase. Hein. C'est vrai qu'on sent une culture. Ouais. Oui, vous Virginie, vous êtes coloriste nature, donc vous alors aussi, vous allez. Moi, j'ai envie de faire confiance à la nature. Ouais. En fait, il y a un monde de couleurs partout autour de nous. Il y a des colorants absolument cachés dans beaucoup de végétaux qui nous entourent, dans les arbres, dans les arbustes, les fleurs, etc. Et en fait, moi, je vais dans les jardins, j'inventorie toutes les sources colorantes, et en fonction de la caractéristique du jardin et de l'attente de ses propriétaires, je vais créer avec eux des gammes de couleurs, une identité couleur. Grâce à la teinture, je peux identité couleur pour la maison. Voilà, on va faire en fait à partir de ce qu'il y a dans le jardin. Exactement, faire entrer l'âme colorée du jardin dans la maison, puisque l'énergie, la nature a une énergie qui est hyper ressourçante, reposante. Ce sont des gammes intemporelles. Et c'est vrai qu'en teinture végétale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en teinture, les colorants ne réagissent pas de la même façon en fonction des fibres utilisées. Je donne l'exemple toujours du Troène qui est très parlant. Les baies de Troène qui font un petit jus violet. Sur le coton, on obtient du gris. Sur le lin, on obtient du bleu. Et sur la laine, on obtient du vert. Donc, ça fait des harmonies qui accompagnent, qui aident, qui guident les choix de couleurs. Et là, il n'y a pas de faute de goût possible. C'est la nature qui recèle ces gammes. Et il n'y a qu'à suivre, en fait, là où elle nous emmène. Et donc, en teinture végétale, on peut partir de blanc cassé jusqu'à des couleurs assez foncées qu'on va décliner, soit en peinture, soit en textile, soit en céramique. On va pouvoir s'amuser avec ses propres gammes, avec sa propre identité. Et puis, voilà, c'est des couleurs intemporelles. On peut les faire évoluer plus ou moins dans le temps. Donc, voilà, moi, par rapport à ce côté coloriste nature. C'est vraiment l'identité couleur de lieu. J'ai fait la maison Colette, le jardin de Colette à Saint-Sauveur, le château de Rosa Bonheur pour créer des chambres d'hôtes et faire rentrer cette palette de cette peintre animalière dans les intérieurs. Et donc, on peut faire ça aussi dans des jardins de particuliers, avec un petit peu moins de gamme, un petit peu moins de substance. Et là aussi, on est sûr de ne pas se tromper, puisque les couleurs vont bien ensemble dans le jardin, donc elles iront bien ensemble aussi dans la maison. C'est très facile parce qu'il n'y a qu'à se laisser guider par la nature. Elle nous donne le blanc cassé qu'on cherche, elle nous donne la couleur un peu plus foncée. Par exemple, quand on obtient du jaune avec certaines plantes, en rajoutant des sels de fer dans la teinture, on va sur du vert. Donc d'un seul coup, on a un univers de vert qui arrive, dans lequel on va pouvoir taper pour harmoniser en fait ces teintes.
Il faut que le jardin soit fleuri, du coup. Alors, ça n'a rien à voir avec la floraison. La garance, par exemple, c'est une fleur jaune qui donne des rouges hyper solides qu'on peut transformer en violet. En fait, les couleurs végétales qu'on peut ressortir en teinture n'ont rien à voir avec ce qu'on voit avec nos yeux. Parce que vous les trouvez dans la racine. Dans les racines, dans les rameaux, les feuilles, les pelures, les baies. Il y a des couleurs absolument partout. J'ai un stand sur le salon, dans l'espace découverte. Vous pouvez passer voir, j'ai des nuanciers de couleurs. Et vous allez voir justement, c'est le chêne, par exemple. Dans l'écorce, on a des bruns, bien sûr. Mais dans la noix de Galles de chêne, on obtient des bleu-gris qui sont superbes, qui sont magnifiques. C'est génial ce que vous dites parce que c'est exactement le discours que tenaient les impressionnistes. C'est-à-dire que le rouge Garance, c'est le rouge qu'utilisait Gauguin, justement. C'est-à-dire qu'eux avaient cette démarche de dire, d'ailleurs, c'est les peintres qui sont allés mettre leur chevalet dans la nature. Ils se sont dit, la nature est magnifique, allons chercher dans la nature nos pigments. Et la plupart des pigments inventés à la fin du 19e siècle ont été amenés par les impressionnistes, justement. Alors, une petite chose, là, j'ai un collier avec des pigments. Et justement, ça, c'est de la laque de Garance. Et effectivement, tous les peintres, 15e, 16e, 17e, avaient de la laque de Garance, de la laque de fleurs. Alors, c'est de la racine, en l'occurrence, pour faire de la peinture. Et ce sont des couleurs hyper solides. Donc, les couleurs végétales ne sont pas forcément des couleurs qui passent. Avec les tanins, on a des couleurs. Et justement, dans les tanins et dans la fabrication, on peut aller chercher des couleurs avec des déchets de taille dans les villes. On peut sortir des très, très belles couleurs à partir du pommier, à partir des pruniers, enfin tous les fruitiers. On faisait de l'essence avec la betterave et finalement, maintenant, on va faire de la peinture avec les fleurs. Enfin, c'est pas nouveau. Betterave, alors, la betterave, c'est des colorants très fragiles. Vous voyez, quand vous avez ça sur les mains, c'est très violet, très joli. Si en plus vous mettez un peu de vinaigre sur les mains, ça va être encore plus rose. Et dès que vous allez vous laver les mains au savon, ça va devenir vert. Alors ces couleurs, on ne peut rien en faire en teinture. Par contre, moi, je les contre-type. Oui. Par contre, moi, je les contre-type. Et ces teintes qui ne sont, dont les teinturiers sont les seuls bénéficiaires, moi, je les contre-type avec des peintures ou par d'autres moyens, des textiles, justement pour donner de la mémoire à cet éphémère et les transcrire en fait dans la décoration intérieure. D'accord. Jean-Gabriel, vous êtes designer couleur. Vous avez écrit un livre qui s'appelle L'étonnant pouvoir des couleurs et dans lequel vous racontez des choses incroyables. On découvre qu'en fait les couleurs ont toutes finalement des répercussions sur nos façons de vivre. Est-ce que vous avez des couleurs à nous conseiller plus que d'autres par rapport aux pièces de la maison? Alors, par rapport aux pièces de la maison, hormis le fait, je me répète, mais je pense en fait, que vous êtes l'auteur de 3 ouvrages. Ouais, un essai, L'étonnant pouvoir des couleurs, un roman sur le même sujet qui s'appelle L'écran de couleur et un autre sur un autre sujet qui est l'intelligence artificielle. Donc ça n'a rien à voir. Mais l'étonnant pouvoir des couleurs, oui, c'est fou. L'étonnant pouvoir des couleurs, en fait, c'est en 2 mots, moi je suis designer, j'ai fait des vélos électriques, par exemple, déjà une démarche il y a quelques années, on a parmi les premiers vélos électriques en tant que designer. Et sur la couleur, j'ai Marcel Ruffo, le pédopsychiatre, qui m'a demandé de faire les couleurs d'un hôpital à Marseille. Et je me suis dit, qu'est-ce que je mets comme couleur dans la chambre d'un enfant dépressif? Alors, on est tous dans les tendances, on va pas lui mettre du bleu canard ou du taupe, ça veut rien dire. Donc, et je me suis rendu compte que le milieu des coloristes n'avait pas la réponse. Personne, j'avais à peu près tous les avis. Et je me suis rendu compte que les scientifiques travaillaient énormément sur le sujet des influences de la couleur, avec énormément de données, mais que nous, les designers, ne connaissions pas. Donc, j'ai vulgarisé un petit peu toutes ces données sur les influences de la couleur. Et donc, les conclusions, très, très rapidement, c'est conclusions qui rejoignent le feng shui, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, c'est à peu près les mêmes. Varier les couleurs. C'est-à-dire que le pire qui soit chez vous, c'est le blanc. Malheureusement, on est nombreux à habiter dans des appartements blancs. Si vous regardez nos grands-parents, ça n'existait pas, le blanc. Les maisons de campagne avaient la chambre bleue, la chambre verte, la chambre rouge. Le papier peint, petite fleur. Il y avait des papiers peints magnifiques partout. On les arrache avec des goûts. On disait, oh mon Dieu, regarde cette horreur. Nos grands-parents vivaient très bien et très longtemps dans les papiers peints très colorés. Ils pouvaient les garder 20 ans sans se lasser. Pourquoi est-ce qu'ils ne se lassaient pas, nos parents et grands-parents? Parce que comme dans la nature, il y avait toutes les couleurs chez eux. Il y avait des pièces froides, des pièces chaudes, des pièces très saturées, des pièces plus ou moins désaturées. Comme la nature, il n'y a pas qu'une seule couleur dans la nature. Et les endroits où il n'y a qu'une couleur, comme par exemple le cercle arctique, le blanc de la neige, les Esquimaux, c'est les premiers à avoir des costumes traditionnels très colorés, à mettre des couleurs très fortes dans leur village, etc. On a besoin de beaucoup de couleurs. Et c'est pour ça que souvent, ceux qui ont des appartements blancs, parce qu'ils louent par exemple, ils se disent « je peindrais bien juste un mur en couleur », mais vous vous dites « j'ose pas parce que je risque de me lasser ». Mais c'est vrai que vous allez vous lasser s'il n'y a qu'une couleur.
Donc, pour ne pas vous lasser d'une couleur, il faut en avoir plein. Et si vous avez du bleu, du vert, du jaune, du rouge, etc., vous ne vous lasserez pas. Voilà. Et après, en influence de couleur, tiens, pour un message un peu positif, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est le rose. Pourquoi le rose? Parce que d'un point de vue physique, le rose, c'est la même couleur que le rouge, c'est la même longueur d'onde. Or, nos yeux ne le perçoivent pas de la même façon, parce que ça c'est conné bâtonné, ça on sait l'expliquer, mais par contre, notre cerveau n'interprète pas le rose et le rouge de la même façon. C'est-à-dire que les zones activées de notre cerveau ne sont pas du tout les mêmes, même quasiment des zones opposées. Et là, on se dit, mais ça veut dire quoi? On comprend pas en neurosciences. Quand on regarde un aplat de couleur rose, on active exactement les mêmes zones dans notre cerveau que quand on regarde une image de bonheur. C'est des études anglaises. La vie en rose. Donc, la vie en rose, depuis 3-4 ans, est scientifiquement prouvée. Donc, mettez du rose chez vous. C'est une couleur qui vous fait voir la vie va être beaucoup plus positive. Des salles de classe ont été repeintes en rose et on a comparé les dessins des enfants avant et depuis qu'elles sont roses. Et c'est flagrant, les thèmes abordés sont beaucoup plus positifs, vous avez plus de sourires, etc. Moins de nuages, plus de soleil. Donc, la bonne couleur pour voir un avenir rose, c'est le rose. Il faut oser le rose dans les maisons. C'est passionnant. Hein, vous pouvez en découvrir encore plein d'autres significations dans ce livre, L'étonnant pouvoir des couleurs. Il y a quelque chose aussi d'important finalement dans une déco éco-responsable, c'est l'air qu'on respire. On sait que l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur, Roberto. Donc, rappeler un principe tout simple qui est quand même d'aérer tous les jours, 10 minutes. D'aérer son habitat, effectivement, on considère que en fonction des études, entre 40 et 60% des habitats seraient plus pollués à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord ? Donc, la première chose à faire, c'est de ventiler son intérieur. On parle de 10 minutes par jour. Ouvrir les fenêtres, ventiler son espace. Vous polluez vous-même votre intérieur, votre respiration, les échanges de gaz, la transpiration, les cheveux, les poils que vous perdez. Tout ça, ça va polluer votre intérieur, ça va amener de la poussière. Donc, il va falloir aérer, ventiler. Il y a des principes de ventilation qui sont mis en place en France depuis les années 50. Depuis 1969, la ventilation globale est obligatoire dans la construction. Et puis maintenant, on fait appel à la VMC, la ventilation mécanique contrôlée. Ça marche H24, 7/7, 365 jours sur 365. Ce n'est pas une dépense d'énergie inutile. C'est ce qui va vous permettre de traiter l'air et d'avoir un air qualitatif. Donc, être très, très vigilant à ce point-là il faut dans ventiler. la maison. Ouais, et quand on n'a pas de VMC, qu'on a une construction un petit peu ancienne, oui, effectivement, en bas, dans un mur, dans un coin, on a une grille qui est ouverte vers l'extérieur. Oui, il y a un peu d'air frais qui rentre, mais non, on ne la condamne pas parce qu'elle est véritablement nécessaire, pour votre santé à vous, mais aussi pour la pérennité de vos murs. Vous parliez de peinture, vous parlier de papier peint. Si vous voulez qu'il y ait des champignons, des petites mycoses noires qui apparaissent sur vos peintures, vous calfeutrez tout et vous vous rendrez compte que vous allez tout décrépir très rapidement. Quand c'est décrépit, c'est de la poussière. Quand c'est de la poussière, c'est mauvais pour vous. Barbara, il y a aussi des plantes dépolluantes qui ont une action comme ça dépolluante qu'on peut mettre dans les maisons. Oui, tout à fait. Nous, on en vend certaines. L'aloe vera, par exemple, en fait partie. Donc, c'est des choses qui sont... on dit parfois qu'il ne faut pas mettre de plantes dans une chambre, par exemple. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Au contraire, c'est très, très feng shui, pour reprendre le terme de tout à l'heure. C'est très bon pour votre santé, c'est très bon même pour votre morale. De la regarder, Regarder une plante, ça fait du bien déjà. Mais être entouré de plantes, ça fait du bien déjà, en général. On voit là une photo d'une de vos réalisations d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est les objets anciens dont on parlait tout à l'heure, que l'on recycle, que l'on détourne et que l'on végétalise pour faire l'objet végétal vintage. Vous voyez, c'est accessible à tout le monde. Comme on le disait tout à l'heure, et très feng shui parce que ça, je vous l'avais expliqué, Laetitia, c'est les petits pics en fait sur les cactus sont effectivement très très bons pour vos maisons, pour vos intérieurs. On dit, on y croit ou on n'y croit pas, que ça détourne les champs électromagnétiques et que ça détourne en fait les mauvais esprits de vos maisons. Ça chasse le mauvais esprit. Moi, j'aime beaucoup cette idée.
Pas mal. Ouais. Alors que pendant des années, dans la culture européenne, on expliquait que c'était pas très très bienvenu d'offrir un cactus à quelqu'un, alors qu'en fait, dans la culture asiatique, C'est le contraire. c'est tout à fait le contraire. Ouais, ça porte bonheur et c'est un acte très bienveillant. Et puis il y a l'histoire de décorer sa maison avec des fleurs. Moi, j'adore aller m'acheter des fleurs fraîches au marché chaque dimanche. Et ça, c'est pas éco-responsable. Attention. Ah Alors c'est vrai que la fleur fraîche, c'est beau, c'est chouette. Enfin même moi, j'aime bien qu'on m'en offre, même si ma spécialité c'est les fleurs séchées. Mais c'est vrai que il faut pas se leurrer. Il y a un impact en fait, une empreinte carbone qui est catastrophique pour l'environnement. Les fleurs qui viennent d'Afrique du Sud, notamment. C'est vrai que ça voyage. C'est pas durable, donc c'est pas éco-responsable. Nous, en tout cas, on a monté notre marque pour pallier à ça. C'est-à-dire que comment on va fleurir son intérieur en fait intelligemment, de façon responsable. Et se faire plaisir quand même. Se faire plaisir, que ce soit esthétique. Et effectivement, la fleur séchée ou alors les fleurs fraîches qu'on vous offre, ça c'est ce dont on avait parlé également, à faire sécher. Il y a des petites techniques qu'on peut faire. Alors chez comment soi. On fait? J'ai reçu un bouquet, qu'est-ce que je fais? Alors on a reçu un bouquet. Alors tout ne sèche pas, mais il y a quand même des feuillages et des types de feuilles, des types de fleurs, de variétés qui sèchent très facilement. Vous pouvez effectivement ôter votre bouquet en fait de l'eau et les laisser la tête en bas. Quand vous savez pas en fait les variétés de fleurs qu'il y a dans vos bouquets, vous avez un doute, vous retournez le bouquet, vous pouvez le suspendre dans une pièce, si possible, type buanderie. Ça, c'est très bien parce qu'il fait chaud et c'est à l'ombre. À Paris, on a tous des buanderies, il n'y a pas de problème. Oui, voilà, exactement. Dans votre cave, à Paris, les gens, parfois, ont des caves aussi. On peut ou dans un placard. On a tous des placards. On va suspendre en fait son bouquet et on va attendre grosso modo environ 15 jours pour voir ce qui va sécher ou pas. Et après, vous allez pouvoir en fait redécouper votre bouquet entre ce qui a séché, donc ce qu'on va pouvoir garder et ce qu'on va pouvoir écarter et recomposer un nouveau bouquet avec. Et donc une fleur séchée, un bouquet de fleurs séchées, c'est une bonne alternative finalement. Tout à fait, oui, c'est une très bonne alternative pour pouvoir fleurir sa maison de façon durable. On peut faire un joli petit bouquet sur sa table de nuit, par exemple, qui va durer longtemps comme ça. Vous me disiez aussi que pour éviter la poussière, une fois par mois, on donne un petit coup de sèche-cheveux à air froid. Petit coup de sèche-cheveux à air froid à 30 cm de vos bouquets parce que souvent, nous, ce qu'on peut entendre en boutique, c'est « Ah oui, mais ça prend la poussière ». Pas forcément. Voilà, la petite astuce, le petit coup de sèche-cheveux et vous allez garder les couleurs en fait de votre bouquet intactes. Virginie ? On ouvre les fenêtres, effectivement, pour pas que la poussière s'envole dans la maison. Ouais, le petit clin d'œil par rapport à ce que tu disais, c'est que vous pouvez aussi récupérer une partie de la fleur séchée, la mettre en décoction et peut-être que vous obtiendrez de la couleur. Ah, c'est pas aussi mal. encore un autre moyen de recycler parce qu'en fait, on fait de la teinture principalement avec des sources végétales sèches. Elles se concentrent beaucoup plus en teinture en fait. Et c'est là qu'on voit que tout est un cycle. Exactement. Incroyable, la boucle est bouclée. Et les plantes vertes, oui, dans les intérieurs, d'autant plus que voilà, ça apporte une vie. Une plante, elle va s'adapter à certains endroits de la maison et ça permet aussi de garder un lien avec la nature. Donc, éviter toutes les plantes en plastique. Alors, s'il y a des questions maintenant sur la décoration éco-responsable, eh bien, vous levez la main et puis on vous apporte un micro et on sera très heureux. On n'a pas parlé de la lumière. On n'a pas parlé de la lumière, mais on va voir s'il y a des questions. Puis s'il n'y en a pas, on peut évoquer ce sujet, effectivement, qui est très important aussi. Plein de choses dont on n'a pas parlé. Alors, est-ce qu'il y a des questions concrètes, peut-être par rapport à un projet que vous avez, une question que vous vous posez? Ça peut être une question très pratique. Avant d'acheter un pot de peinture, qu'est-ce que je dois regarder, par exemple, pour être sûr qu'elle ne va pas être nocive pour ma santé? Oui. Vous avez beaucoup de rouge chez vous? C'est bien, ça met en forme, ça excite. Super. C'est une bonne couleur. Alors un petit mot donc sur l'éclairage. Effectivement, on n'en a pas parlé. Roberto, comment on fait si on veut être écolo et quand même y voir quelque chose chez soi? Parce que la technologie, l'écologie c'est bien, mais il faut la technologie aussi. Il faut la technologie. On s'est habitué à avoir de la lumière tout le temps.
24 heures sur 24. Et ça, on va avoir du mal à revenir un petit peu en arrière. Sur les extérieurs, on a trouvé des solutions pour avoir de la lumière qui se régule en fonction de votre activité. Vous arrivez avec votre voiture, avec votre vélo, la lumière s'allume sur votre extérieur et vous êtes tranquille. Détecteur de présence. On aura la même chose dans des circulations communes, une entrée de garage, une buanderie, un couloir qui peut être utilisé sans gêne d'allumer la lumière automatiquement. Voilà, on a un allumage automatique, un temps, un chrono qui va être donné, une temporisation, et ça va nous permettre d'éviter d'avoir des lumières qui restent allumées aussi trop longtemps. Et puis après, il y a l'ampoule en elle-même. Tout le monde est au courant, je pense maintenant. Hein, il y a des ampoules qui sont complètement interdites depuis quelques années. Il y a eu des évolutions sur la LED. Alors là, l'empreinte carbone, on peut pas dire qu'elle soit exceptionnelle pour l'instant, mais en tout cas, ce que l'on a réussi à gagner, c'est la durabilité. C'est-à-dire qu'on est passé de 5 à 10 000 heures d'éclairage à 35, 50 et maintenant 70 000 heures d'utilisation sur ces ampoules LED. Donc déjà, on a gagné en confort là-dessus et en durabilité sur le produit. Deuxième point avec la LED, on a la possibilité de la régler en termes de chaleur. Donc on va avoir des chaleurs de lumière différentes. La chaleur, c'est en degrés Kelvin. Hein. Plus elle va être élevée, plus la lumière va être blanche. Et donc, on va pouvoir régler entre 1500 et 10 000, parfois, hein, sur certaines technologies, 10 000 degrés Kelvin, le maximum, pour avoir des lumières très blanches. Donc, la possibilité de régler cette lumière. Voilà, pour moi, les évolutions de la LED sont là principalement. Et sur les techniques, les détecteurs de présence sont vraiment très, très bien et très bien foutus. Ça, c'est une vraie nouveauté. Vous voulez dire quelque chose sur la lumière, Virginie, aussi? La lumière la moins chère, c'est la lumière du jour. Oui. Et que voilà, si on veut avoir une démarche éco-responsable, c'est aussi éviter d'assombrir des pièces dans lesquelles on va devoir mettre de la lumière en plein jour, par exemple. Pour moi, c'est un peu du bon sens. Ouais. Alors moi, je vais vous donner un conseil qui n'est pas forcément très écolo, si ce n'est que ça va vous permettre peut-être de rester, de bien dormir et d'être de meilleure humeur. C'est de respecter par vos lumières le cycle du soleil. C'est-à-dire que, en fait, on recommande, nous, de mettre la lumière quand il fait jour et de la baisser, quasiment de l'éteindre quand il fait nuit. En gros, vous allez suivre le cycle du soleil avec des lumières très chaudes le soir, comme nos très lointains ancêtres, c'était le fameux feu sur lequel on se réfugiait. La bougie, exactement. Donc, être avec ces lumières très chaudes le soir. Et dans la journée, n'hésitez pas, si vous travaillez dans un environnement assez sombre, à mettre de la lumière parce que ça régule vos sécrétions de mélatonine et vous vivez mieux. Ceux qui travaillent dans des centres commerciaux, par exemple, donc qui ont une lumière blanche forte du matin au soir, ont des problèmes de sommeil parce que justement, ça bloque les sécrétions de mélatonine, donc on est un peu perdu. Donc pour bien vivre, je vous recommande fortement de ne pas mettre de lumière forte le soir et de mettre de lumière forte la journée. Voilà. Oui, Roberto. En décoration d'intérieur, il a toujours été conseillé de multiplier le nombre de points lumineux et d'avoir, à l'époque de l'ampoule incandescente, d'avoir différentes puissances. Dans un séjour, on a toujours eu des lumières chaudes avec des puissances en watts qui étaient très très basses pour pas complètement illuminer. On a rarement vu aussi une lampe de chevet qui faisait 500 watts. Donc effectivement, il y a des logiques comme ça qui ont toujours existé et qui continuent à perdurer. L'avantage de la LED, ça va être de pouvoir multiplier les points, d'avoir plusieurs intensités, plusieurs couleurs, quitte même à les régler directement avec un potentio. C'est vraiment important. Donc je rejoins cette idée de multiplier les points de lumière. Ensuite, assombrir les pièces. Alors, on va être contraint par des règles de construction. On va se diriger vers des maisons passives, voire même des maisons positives. Ça veut dire des maisons qui consomment de moins en moins d'énergie, voire même qui en produisent plus qu'elles n'en consomment. Et là, on va avoir des orientations de maisons qui vont être imposées. Donc, on aura forcément des pièces très lumineuses et d'autres qui le seront beaucoup moins. Pour l'instant, tout est logique. La cuisine et le séjour lumineux, les chambres un peu moins. Ça va, on respecte nos cycles de mélatonine et de sommeil. Et puis en déco, on rappelle qu'il y a 3 hauteurs, 3 niveaux de lumière, d'éclairage. Oui. Le plafond.
Voilà, il va y avoir effectivement le plafond. Après, ça va dépendre des pièces. On peut aussi en parler, mais effectivement, le plafond, les zones au niveau des yeux, puis après les parties plus basses. Là, c'est un détail plus technique. Il faudrait rentrer pièce par pièce pour rentrer sur ce détail-là. Une question. Hop. Merci beaucoup. Je vais poser une question tout à fait basique. J'ai envie effectivement de faire des décorations. Je suis pas du tout praticien. Je suis pas du tout, bricoleur. J'ai envie simplement de refaire mon intérieur parce que c'est un intérieur qui me plaît bien, mais finalement, je me suis lassé des couleurs. J'ai l'appréhension de la lumière, j'ai l'appréhension de tout ce que vous venez de dire qui me paraît très technique. Mais comme je dis souvent, je suis une buse. Comment je fais? Comment j'appréhende l'ensemble? Vous suivez le MOOC de la décoration diffusé par La Fabrique à partir du mois d'avril. 4 séances d'1h30. Ah pardon, je suis désolé Laetitia, je vous promets, je ne recommencerai pas. Est-ce qu'il faut forcément faire appel à un architecte d'intérieur ou un spécialiste en la matière? Non, depuis tout à l'heure, on parle de ce que faisaient les autres. Justement, d'accord. Enfin, moi, mes grands-parents, ils n'ont jamais été voir un déco d'intérieur. Quand je me suis lancé dans l'agencement, ma mère me dit mais c'est quoi ce métier? De quoi tu me parles? Après, ça dépend. Voilà. Un décorateur d'intérieur, vous allez avoir par exemple un petit espace, il va vous trouver des solutions, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Mais on est plus dans l'architecture. Hein, voilà, mais si vous êtes dans l'idée de repeindre chez vous, je pense que vous allez vous en sortir. Oui, après, voilà, tout à l'heure, on a parlé de notions personnelles. Vous pouvez vous faire confiance quand même dans vos goûts et quelque chose qui vous plaît. Non, mais parce que là, vous êtes en train de raisonner pour les autres. Je raisonne pour moi parce que j'ai le problème actuellement. Enfin, nous avons le problème. Ouais. On vit dans un décor qui a une vingtaine d'années. C'est bien, c'est sympa, c'est propre. Mais, excusez-moi l'expression, on en a un peu marre. Et pourtant, il y a de la couleur. Ouais, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous pouvez. Alors, mon épouse me disait, on va retourner sur du blanc. Blanc, moi, je pense qu'il faut juger sur des photos. C'est-à-dire que prenez les magazines de déco, allez sur Pinterest par exemple, et regardez Pinterest, faites défiler des images, et quand vous allez avoir une image qui vous plaît et qui plaît à madame, il y a des chances que vous y soyez bien là-dedans. Donc faites-vous confiance. Par contre, il faut vraiment que tous les deux vous soyez d'accord sur une couleur. Mais c'est pas le plus facile. Mais ne faites pas d'abstraction, parce que vous dire on va repeindre en blanc, c'est déjà compliqué d'arriver à visualiser les pièces blanches. Donc je visualise pas du tout. Donc c'est pour ça, repartez de photos en disant voilà, j'aimerais que mon intérieur il ressemble à ça. Ça j'aime bien. Et après vous appliquez, vous prenez les couleurs que vous avez vues sur les photos que vous aimez et le type de mobilier que vous avez vu. Et admettre qu'on peut se tromper pour recommencer. Oui, mais surtout, il faut aussi tenir compte de ce que vous avez, de ce qui vous entoure, c'est-à-dire comment est le sol, quelles couleurs sont les meubles. Ça, c'est très important. Parce que si vous avez des meubles sombres, peut-être que ça va pas être joli avec une couleur sombre, vous voyez. Donc, prenez en considération votre sol et votre mobilier. Vous avez des sites internet. Alors, on est plus proche du réseau social, sur lequel vous pouvez aller chercher des bibliothèques de photos en mentionnant, par exemple, ce que vous avez. Là, je rebondis sur ce que disait Laetitia. Oui, j'ai un parquet comme ça, ou des toilettes. Séjour, sol, bois, et vous allez avoir une série de photos qui va vous donner cette application. Je peux la nommer. C'est Pinterest. Alors, il y a Pinterest, mais il n'y a pas que, il y a Ooze. Aussi, qui fonctionne aussi très bien comme ça. H-O-U-Z. H-O-U-Z-Z, d'accord. Donc, c'est les deux applications, les deux réseaux sociaux que vous pouvez utiliser dans ce cadre-là. Sur Pinterest, quand vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez sélectionner les ambiances. Et sur Ooze, voilà, sol, bois, mur violet, et vous allez avoir, je sais pas, 5 000, 10 000, 15 000 photos en fonction de ce que vous allez choisir. Et je reviens effectivement sur ce qu'on disait. Il y a plein de décos qui fonctionnent comme ça, qui vous demandent de faire une sélection de photos, d'images qui vous ont marqué. Il y a 20 ans, moi, je demandais le cahier tendance de mes clients. Ils découpaient des photos dans Art et Décoration, ils venaient avec, et puis on faisait la déco en fonction de... Maintenant, on utilise Pinterest. D'autres questions? Profitez-en. Questions pratiques sur votre décoration? Non? Ah! Bonjour. Bonjour. J'avais une question sur est-ce qu'il y a des analyses ou est-ce que vous savez ce qui dans l'intérieur est le plus polluant? Et du coup, ce sur quoi on devrait plus porter nos efforts, par exemple, entre les matériaux du mobilier, la peinture et aussi les revêtements de sol. Et j'ai du coup une deuxième question par rapport à ça, c'est
par exemple, pour choisir sa peinture, à quoi est-ce qu'il faut qu'on fasse attention? On peut peut-être commencer par ça déjà. Quand on choisit sa peinture, qu'est-ce qu'on doit regarder? Bon. Numéro 1, le taux de COV. On en a parlé tout à l'heure. La réglementation, je crois que c'est 25 grammes. Nous, on est à moins de 1 gramme. Bon, on n'est pas les seuls. Enfin, voilà. Donc, le taux de COV, c'est surtout pour c'est des émanations. D'ailleurs, si vous ouvrez par exemple des meubles Ikea, quand vous montez vos meubles, vous prenez plein de COV. Et on se rend compte, on en parle depuis pas très très longtemps, mais que c'est vraiment très nocif. Donc ça, c'est la première chose. Après, vous n'avez aujourd'hui globalement pas de peinture vraiment nocive comme il y a pu y avoir il y a quelques années où il y avait des peintures au plomb. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, vous ne prenez aucun risque avec toutes les peintures du marché, de la peinture d'entrée de gamme en supermarché jusqu'aux peintures les plus haut de gamme. Simplement, vous avez des peintures qui durent beaucoup plus longtemps que d'autres. Et je vous conseille, moi, de prendre des peintures un peu plus haut de gamme qui dureront plus longtemps avec des couleurs qui seront vives plus longtemps que des peintures d'entrée de gamme ou qui risquent de faner rapidement. Voilà. Et après, c'est nous, côté fabricants, qui devons nous poser toutes les questions pour fabriquer, nous, les peintures les plus propres possibles. Donc, nous, on cherche à avoir les matériaux les plus naturels possibles. Nous, on est à plus de 80% de produits naturels, enfin d'ingrédients naturels dans nos peintures. On n'est pas arrivé à 100% parce qu'il y a un exemple tout bête, le blanc, c'est de l'oxyde de titane. On ne sait pas faire du blanc qui dure très 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 longtemps. Enfin, nous, on ne sait pas faire du blanc qui dure 5 ans, qui ne jaunisse pas s'il n'est pas en oxyde de titane. Tous les industriels au monde y travaillent. On va peut-être le trouver. Alors, il existe des blancs naturels qui ne sont pas en oxyde de titane, mais qui, pour nous, ne tiennent pas assez longtemps. Mais peut-être que ça va, et ça arrivera bientôt. Donc voilà, vous de votre côté, vous n'avez pas de crainte à avoir si ce n'est les COV en choisissant vos peintures. Il faut se méfier en fait quand on parle de peinture acrylique par exemple, peinture à l'eau. Les peintures à l'eau ne sont pas des peintures écologiques. Les peintures à l'huile sont interdites, les peintures glycérine sont interdites, ça heureusement parce qu'effectivement elles étaient quand même très polluantes. Les peintures à l'eau, ça ne veut pas dire que donc c'est pas bourré de pétrole. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de demander la fiche technique des peintures. Et quand c'est transparent et que vous avez toute la composition, vous pouvez y aller franco. Si on a du mal à vous donner la fiche technique alors qu'on vous dit que c'est des peintures écologiques, pour moi, c'est qu'il faut pas y aller. Et il faut se méfier des labels qui sont pas indépendants, qui sont complètement sous la coupe des groupes pétrochimiques. Et c'est pour ça qu'on parlait de greenwashing tout à l'heure, mais il y a beaucoup de marques qui trichent. Enfin, moi, c'est vraiment... Non, j'ai pas donné de nom, mais on devrait parce que franchement, on trompe le consommateur. Et maintenant, il y a de plus en plus de peintures biosourcées ou avec du minéral ou avec du végétal. Et moi, par exemple, à Pérégrine, j'aime beaucoup travailler avec Pure and Paint, qui est 98% de sources naturelles. Et voilà, moi, j'ai apprécié qu'on me donne la fiche technique avec la composition complète. J'ai beaucoup plus de mal à me la procurer chez d'autres fabricants. Et ça me gêne. Le gros label, nous, on est A+. Et je sais que là, ça devient très compliqué parce que les chimistes ont essayé de m'expliquer. On rentre dans parce que pollution, ça veut tout dire et rien dire aussi. Il y a tellement de données, de critères. Mais voilà, je vous conseille les peintures A+. À peu près un tiers des peintures du marché sont A+. Là, au moins, vous n'allez pas vous tromper. Et ça, c'est un label indépendant. Et il y a des gros industriels qui ne sont pas A+, pour les raisons que Madame a évoquées. Alors, un mot sur le mobilier, peut-être, Roberto. Quand on achète un meuble, qu'est-ce qu'on doit regarder? Ouais. Sur le mobilier, alors, je vais répondre même plus directement à la question. À partir du moment où le produit a été transformé, il y a de grandes chances pour qu'il dégage des composés organiques volatiles, les fameux COV dont on parle tout à l'heure. Il y a un composé organique volatile qui pose vraiment problème depuis 15 ans et pour lequel il y a une réglementation très lourde et qui a amené cette fameuse étiquette dont on parlait là. C'est un composé organique qui s'appelle le formaldéhyde. Et donc là, on ne parle pas en réalité en grammes, mais en microgrammes, même pas en nanogrammes par mètre cube. Et donc, c'est une émanation de formaldéhyde. La moquette, la peinture, les sols vinyles, les meubles en panneaux de particules, les moquettes, je vous l'ai dit, les tapis, tout ce qui va être avec un petit peu de liant, avec un petit peu de colle, tout ce qui a été transformé, dégage des composés organiques volatiles. Sur la partie meubles, là c'est davantage ma spécialité. Il y a une réglementation qui a été mise en place, alors ça va peut-être vous étonner,
en Californie en 2008. Cette réglementation s'appelle CARB, C-A-R-B. Et donc, quand vous fabriquez un meuble, vous devez utiliser ces panneaux qui s'appellent CARB. Alors maintenant, on arrive à la version CARB 2. Et donc, il y a un niveau d'émissivité qui est extrêmement bas. Et c'est ce qui va faire que sur cette étiquette, alors je ne sais pas si Quentin en a une de... On avait une étiquette d'émissivité. Non. Donc, c'est une étiquette un peu comme les étiquettes sur l'électroménager. Elles sont vertes et oranges avec des A+, jusqu'à C. Quand vous êtes A+, vous êtes sur un produit qui dégage très peu de formaldéhyde. Quand vous êtes sur C, vous n'achetez pas. Des bons critères, hein, déjà de choix. Ça nous aide pas mal. Ça sera des bons critères de choix. Et après, sur le meuble, pour être dans un raisonnement de développement durable, il y a deux autres labels qui sont importants, le FSC et surtout le PEFC, d'accord, Programme for Endorsement, je ne sais plus quoi, vous excuserez mon anglais. Et donc, à partir du moment où le panneau est labellisé PEFC, ça veut dire que non seulement on sait d'où vient le bois, mais on sait comment a été fabriqué ce panneau, qu'il était fabriqué en Allemagne, qu'il était fabriqué en Belgique ou en France, hein, puisqu'on a une industrie forestière et une fabrication de panneaux très importante. Le souci maintenant, c'est que chaque fois qu'on veut acheter quelque chose, que ce soit un yaourt ou un meuble, on passe une heure à essayer de comprendre l'étiquette. Voilà, c'est pas forcément facile. Ouais, il faudra faire confiance effectivement à ces étiquettes. Je comprends aussi les gens qui peuvent douter de certains labels et de certaines étiquettes. Elles sont remises en question très régulièrement. On aurait pu parler de l'étiquette électroménager qui est complètement balayée, qui sera revue pour 2021 sur la consommation d'énergie des appareils électriques. Là aussi, ça rentre dans le développement durable et dans la responsabilité qu'ont les gens à acheter un produit qui consomme peu. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. 2. Alors, le micro, par là, ça ne vous ennuie pas de la porter? Voilà, super, merci. Bonjour, je m'interrogeais sur enfin, je suis peut-être mal documentée, mais j'ai l'impression qu'il y a peu de textiles, d'ameublement labellisés éco. Alors, à l'école, la fabrique, c'est mode et décoration. Donc, autant vous dire que quand on parle de décoration, je parle de tapisserie, d'ameublement et de maroquinerie. Le textile, c'est un sujet, mais un vrai sujet. Le textile est considéré comme l'industrie la plus polluante au monde. D'accord. Donc, c'est là où tout à l'heure on parlait d'économie circulaire et de repositionner vraiment l'industrie du textile localement. Il y a plein de choses qui se font. En Île-de-France, alors je suis très sensibilisé à la laine, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Mais par exemple, on a des circuits de laine qui commencent à revenir en France. On a parlé du lin tout à l'heure. C'est pareil, on a une industrie du lin qui est propre, qui est clean, qui est vraiment très locale. Donc non, il n'y a pas véritablement de label pour l'instant, mais c'est plus qu'un sujet à l'international. Parce que là, ils se font balayer par tout le monde. Alors, ça dépend, justement, c'est là où soit on reste sur de l'économie. Ah, oui, alors ça sera tissé en Chine. Alors, oui, bien sûr, c'est le problème. Alors. Voilà, ce que vous dites, pour ceux qui vous ont pas entendu, c'est qu'il y a une production du lin en France ou en Belgique d'ailleurs, et qui ensuite va être tissé en Chine et teinte là-bas. Et qui revient en France, ce qui est absurde, on est d'accord. Et c'est là où effectivement il y a des choses qui se mettent en place. Sur la laine, on est un petit peu plus avancé que sur le lin. Sur la laine, on a réussi à récupérer des savoir-faire qu'on avait perdus. Oui, mais on en a perdu beaucoup et on a plus de mal à les récupérer que sur la laine. La laine, on a réussi à tout récupérer. On sait utiliser une cardeuse, on sait traiter la laine. On a un petit problème avec la quantité d'eau que l'on utilise. Mais voilà, sur le lin, là, ils sont imbattables. Il y a aussi une problématique économique. Si on se dit, j'achète 5 fois plus cher mon lin si je le tisse en France, je veux bien, mais il y a une réalité économique. Ouais. Et donc, c'est de notre faute aussi à nous, consommateurs. On va aller vers le produit moins cher. Vous voyez, on est 4, on a 4 jeans, quoi. Enfin, il y a un moment, faut aussi se regarder dans les yeux et se dire, voilà, qu'est-ce que je fais?
était très très économique parce on exportait sur la Chine sur la production. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec le renivellement notamment des salaires, des coûts, eh bien, on fait revenir les choses en France. Donc il faut réacquérir ces procédés. C'est ça qui est important. C'est pour ça que le développement durable est important, puisque dans le développement durable, il y a cette notion de combien gagnent les gens, est-ce qu'ils sont capables de se nourrir, de se loger avec ce qu'ils ont fait. Et donc, plus on va aller dans cette logique-là, et plus les prix vont s'équilibrer, et plus on pourra faire revenir d'industrie. D'accord ? Mais je vous invite à aller voir hein, vous avez des cartographies sur l'industrie du textile en France qu'on trouve assez facilement sur Internet. J'ai complètement oublié les noms des sites, mais ça existe. Hein, on a de la documentation. Je suis pas prof en mode, moi, donc je veux pas vous raconter de bêtises. Allez, une dernière question. Bonjour tout le monde. Moi, c'est pour une raison d'économie. Donc voilà, comme j'ai des matelas en laine, parce que je suis d'origine du Maghreb, et donc je voudrais les garder. Bon, puis on me dit, mais non, c'est mieux d'acheter des salons tout faits. Donc est-ce que mon idée... Non, je vous arrête tout de suite. Il y a une maison à Paris qui s'appelle Le Brillant, d'accord, qui fait du matelas en laine. Il reprend votre matelas, il enlève une partie de la laine, il remplace celle qu'il faut, 20% grosso modo de la laine. Ça va vous coûter entre 600 et 1200 euros. Donc peut-être finalement le prix d'un matelas de très très bonne qualité. De mémoire, il est dans le 11e. Le Brillant, monsieur Patrice Sébille. Le matelas en laine, il n'y a rien de mieux. On a des réponses très pratiques. Et encore une question. On a du succès, hein. On ne peut plus arrêter là. Alors moi, j'ai pas vraiment de questions. Moi, je voulais juste parler de mon support. Ça fait 8 ans qu'on travaille dans l'éco-conception. On a mis au point un textile qui est issu de bouteilles plastiques recyclées, qui est labellisé Écocert. Dessus, on imprime avec des encres à eau, des encres sans solvant, donc avec pas beaucoup d'émanation de CO2, très peu. Donc, je vous invite à venir voir ce qu'on fait sur le stand Image Verte. C'est un produit qui est vraiment éco-responsable. Ça fait plusieurs années qu'on le commercialise. On commence tout doucement à avoir un succès, mais il y a quelques années en arrière encore, c'était difficile de parler d'éco-conception parce qu'il y avait toujours cette notion du prix, cette notion, voilà, etc. Mais venez voir ce qu'on fait. On fait de la Alors, le nom, tapisserie murale, c'est, vous dites ? La société Image Verte. Image Verte, C'est voilà. un support Eh ben, on va aller textile découvrir qui ça. permet à faire des affiches, des posters, de la tapisserie, etc. Ok, Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation à cette conférence. Merci à nos intervenants. Nous vous souhaitons une bonne continuation sur le salon Art et Décoration. Vous pouvez aller voir Pérégrine, donc le stand, et puis évidemment Image Verte. Barbara, donc The Blonde Cactus, demain pour l'atelier. Et puis demain, il y aura des conférences à midi et à 15h. Merci à tous. Au revoir.